Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission Bismart qui vous accompagne durant 1 heure dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours à 13 h. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jours avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis aux crypto-monnaies. Et nous recevrons Giulia Mazzolini, Country Manager France chez Bitpanda, avec qui nous nous demanderons comment choisir ces crypto-monnaies. Alors il ne sera pas question de conseils d'investissement, mais plutôt de méthodes d'analyse, de compréhension en fait des différences qui peuvent exister entre les différentes crypto-monnaies. Et ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous parlerons d'assurance connectée et plus précisément du service d'assurance mis en place par Blablacar et l'Olivier Assurance. Cela nous donnera également l'occasion d'élargir sur ce concept de Pay How You Drive dans le secteur de l'assurance automobile, concept qui, on le verra, n'est pas toujours très bien accepté en France. Nous en parlerons avec nos invités. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de la gestion donc de votre patrimoine. Au programme, l'avis du président de Cyrus Conseil sur les mouvements de consolidation dans le secteur des CGP, mais aussi un focus marché-action avec l'analyse de Carmignac sur l'impact d'un tapering sur les émergents, avant de conclure par une chronique de Serge Hanoukian qui nous parlera de la fiscalité en ce qui concerne l'usufruit sur part de SCI. Smart Patrimoine, c'est parti. Et c'est parti donc pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mercredis aux crypto-monnaies. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir Giulia Mazzolini, Country Manager France chez Bitpanda. Bonjour Giulia Mazzolini. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va se demander ensemble comment choisir ces crypto-monnaies. Je le disais en introduction, on ne va pas faire de conseils en investissement, que ce soit choisir une crypto plutôt qu'une autre, mais on va essayer de donner des méthodes un petit peu pour comprendre comment les analyser, comment les choisir, parce que il y a différentes réalités en fait sur les crypto-monnaies. Elles sont très nombreuses, de plus en plus nombreuses. Elles ne sont pas toutes référencées sur toutes les plateformes, mais elles sont très très nombreuses. Juste avant, un mot très rapide sur Bitpanda pour savoir un petit peu, pour que les gens comprennent qui parle. Bitpanda, bon, ça commence à être assez connu dans le monde des crypto-monnaies. Vous nous le disiez avant l'émission. C'est plus de 500 personnes à Vienne aujourd'hui. C'est une entreprise qui est basée à Vienne. Ça fait combien de temps que ça existe ? Alors, Bitpanda, c'est principalement un courtier pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on offre aussi différents types d'actifs. Mais c'est né comme un courtier pour les crypto-monnaies en 2014. Et on avait 3 fondeurs, en fait, qui avaient vraiment cette vision de vouloir rendre l'investissement accessible à tous, en créant une plateforme qui est très facile à utiliser, donc aussi adaptée pour les personnes qui n'ont pas nécessairement investi dans le passé. Et avec, oui, toujours cette notion de gamification un peu qu'on peut voir sur les plateformes de crypto-monnaies. Alors, des crypto-monnaies, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur Bitpanda. Alors, j'imagine que vous allez me dire qu'il y en a peu sur Bitpanda par rapport à tout ce qu'on peut trouver ailleurs, parce qu'il y a une sélection qui est faite, mais il y en a quand même beaucoup pour le grand public. Comment est-ce qu'on fait concrètement quand on veut investir en crypto-monnaie, qu'on connaît le Bitcoin parce que il défraie la chronique, donc c'est difficile de passer à côté, mais qu'on se rend compte qu'il y en a plein d'autres et que d'un coup d'un seul, on se dit oui, mais quelle est leur différence, à quoi elles servent, qu'est-ce que c'est que ces autres crypto-monnaies ? Oui, alors effectivement, donc, premièrement, la première chose qu'il faut que je recommande à tout le monde, c'est vraiment de s'instruire et de faire ses propres recherches. Il ne faut pas écouter les conseils de quelqu'un qu'on connaît qui semble être un expert. Il faut vraiment faire ses propres recherches. Il n'y a pas de martingale, quoi. C'est pas telle crypto-monnaie va exploser demain ou autre. Non, il faut vraiment se renseigner soi-même. C'est un marché qui est nouveau et qui change beaucoup et qui va probablement changer beaucoup dans le futur. Donc c'est vraiment important, à mon avis, c'est vraiment important de se faire sa propre opinion. D'accord. Aujourd'hui, on a plusieurs outils qui sont très intéressants pour commencer à apprendre sur le marché des cryptos. Nous, par exemple, on a un outil qui s'appelle Bitpanda Academy, qui va réunir toutes les informations basiques sur les cryptos, les différentes notions, les différents termes utilisés, la différence entre certaines crypto-monnaies. Donc ça, c'est déjà un très bon point de départ. Et on a aussi aujourd'hui, en fait, en France, particulièrement, beaucoup de médias qui couvrent le sujet des cryptos. Bien sûr, oui. Je pense notamment, par exemple, à la newsletter qui s'appelle 21 millions, rédigée par Grégory Raymond, Bien qui sûr, est vraiment très utile, qui sort de manière hebdomadaire et qui couvre les nouvelles infos sur les crypto-monnaies toutes les semaines. Et alors là, on parle d'infos sur les crypto-monnaies, mais vous nous avez dit qu'il y avait des différences entre les différentes crypto-monnaies. Donc en fait, toutes les crypto-monnaies ne se valent pas en termes de valorisation, mais en termes de fonction ou de technologie. C'est ça. En fait, il y a plusieurs types. Il y a évidemment des centaines de crypto-monnaies. Bitpanda en offre une 60aine. Il y a
presque des milliers, pardon. D'accord. Ouais. Donc, c'est, même si vous dites que pour vous, c'est beaucoup, pour nous, c'est quand même déjà... Il y a une grosse sélection qui a été faite, d'accord. C'est ça. Et en fait, il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont des fonctions différentes. La plus connue, c'est le Bitcoin, Bien sûr. qui a été créé pour effectuer des paiements en ligne, donc concrètement pour remplacer la monnaie un jour. D'accord. Ouais. En tout cas, sur tout ce qui se passe en ligne. Et ensuite, on a d'autres types de crypto-monnaies. Par exemple, si on prend l'Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus connue, elle a on appelle ça en fait, l'Ethereum a été créé pour pouvoir générer des applications décentralisées. D'accord. Comme les smart contracts. Donc, le réseau Ethereum a été créé pour pouvoir créer d'autres applications. Donc, ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Et donc ça, en fait, c'est une autre blockchain, parce que toutes les cryptos sont indexées sur des blockchains, et c'est la blockchain Ether, c'est ça? Ou c'est la blockchain Ethereum? Ethereum. Et donc la monnaie, c'est l'Ether? C'est ça. D'accord. Ether, c'est le token de l'Ethereum. Et en fait, quand on investit dans l'Ether, c'est comme si on achetait une action dans l'Ethereum. D'accord. Donc dans cette technologie qui, elle, va développer des smart contracts, qui va venir du coup valider des transactions. Et là, on n'est plus sur sur une extrapolation de la première technologie, mais plus à un usage business, c'est ça? Oui, un usage, oui, plus un business, oui. Plus un usage business, voilà. D'accord. Bon, pas que, mais en tout cas, on peut l'imaginer comme ça. C'est ça. Donc, quand on investit, quand on achète du Bitcoin, c'est a priori pour pouvoir effectuer des paiements en ligne. D'accord. Quand on achète de l'Ether, c'est on investit dans le réseau Ethereum. D'accord. Ok. Donc ça, donc là, il y a deux technologies, deux crypto-monnaies. Pourtant, il y en a plein d'autres des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'elles ont chacune une technologie ou une promesse différente, ou ensuite elles se rangent par grande catégorie? Elles peuvent se ranger par grande catégorie. La troisième, donc par exemple l'Ether rentre dans la catégorie on appelle ça des security tokens. D'accord. Security action en anglais. Donc quand on investit dans l'Ether, c'est comme si on investissait dans une action de l'Ethereum. Et on a aussi ce qu'on appelle des utility tokens. D'accord. Donc ça, l'idée des utility tokens, c'est qu'ils ont une utilité. Et pour vous donner un exemple, nous on a un token qui s'appelle BEST, qui est le token de Bitpanda. D'accord. En fait, le plus on détient de BEST, le plus de bénéfices on va avoir dans l'écosystème de Bitpanda. Donc, ils ont une utilité. Ça veut dire que, par exemple, on va avoir des frais de transaction réduits. D'accord, on va avoir des avantages, entre guillemets, parce qu'on détient un token qui est en lien avec cet écosystème. Exactement. Et donc voilà, donc c'est ces trois catégories de crypto-monnaies qui ont des fonctions complètement différentes. D'accord. Et qui ont au sein de ces catégories beaucoup de crypto-monnaies. Et c'est pour ça que c'est important de faire sa propre recherche parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Parce que là, par exemple, si on prend le cas de l'utility token, donc là on a donné l'exemple de Bitpanda, mais donc après ça peut y avoir autant de déclinaisons que de gens qui veulent émettre une crypto-monnaie et avec un usage bien spécifique, mais ça restera un utility token avec un apport d'avantage en fait dès qu'on détiendra le titre. C'est ça. Et c'est pour ça que quand on est nouveau, disons, au monde des crypto-monnaies, c'est aussi intéressant de se tourner vers des plateformes qui vont avoir une liste, disons, limitée des crypto-monnaies parce qu'a priori, cette plateforme va faire une sélection, en fait, des différentes crypto-monnaies par rapport à différents critères, à la fois la performance, le market cap, mais ils vont aussi regarder la technologie sous-jacente, ils vont regarder la structure de l'écosystème. Donc ça, c'est nous, par exemple, chez Bitpanda, on a une équipe qui est désignée. Quand vous dites que vous regardez la technologie sous-jacente ou l'écosystème, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises technologies dans les crypto-monnaies Alors, c'est une bonne question. Disons qu'il y a des technologies qui sont plus solides. D'accord. Qui vont a priori durer davantage sur le long terme. Bitpanda, alors déjà juste un mot, moi j'ai regardé les différentes crypto-monnaies qu'on pouvait trouver sur Bitpanda, et alors pour le non-initié, il y a quand même des choses qui sont un petit peu, qui peuvent compliquer un peu la tâche. C'est qu'on voit un Bitcoin, mais on voit aussi un Bitcoin Cash, on voit un Ethereum, et on voit aussi un Ethereum classique. Là, du coup, c'est quoi? C'est des distinctions qu'on fait au sein d'une même technologie en fonction d'un usage, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure? Alors non, c'est encore autre chose. Là, c'est encore autre chose. Alors, par exemple, donc, on peut prendre l'exemple du Bitcoin et du Bitcoin Cash. Je vais essayer de le faire simple. Bien sûr, en un temps très court en plus. Voilà. Donc le Bitcoin, en fait, est critiqué parce qu'il traite les transactions de manière assez lente. Les mineurs du Bitcoin, donc ceux qui minent le Bitcoin, donc qui génèrent les Bitcoins qui vont être ensuite utilisés, ils ont décidé de créer une nouvelle version de Bitcoin. Qui va permettre de traiter les transactions de façon plus rapide. D'accord, tout simplement. À travers un process qui s'appelle le hard fork.
D'accord, c'est là où vous avez perdu. En fait, on divise la chaîne. D'accord. On divise la chaîne de Bitcoin pour créer une nouvelle chaîne qui va avoir a priori les mêmes fonctions, mais une technologie sous-jacente différente. D'accord, ok. Bon, pour ceux que ça intéresse, vous irez creuser, puisque j'ai quand même envie de parler avec vous, Giulia Mazzolini, des index Bitcoin qu'on peut trouver sur Bitpanda. Alors ça, du coup, on connaît les index quand on parle des marchés actions. Et là, du coup, c'est quoi? C'est une innovation Bitpanda? C'est quelque chose qui existe? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans ses investissements en utilisant les index? Alors ça, c'est un super outil. Donc les indices Bitpanda, c'est un produit qui est propre à Bitpanda. Il existe d'autres indices crypto. Nous, on a créé les nôtres. D'accord. L'idée, c'est donc en fait, c'est des paniers de 5, 10 ou 25 crypto-monnaies qui sont sélectionnées de manière automatique. D'accord. Tous les mois par rapport à leur performance et leur liquidité. D'accord. Et l'idée, c'est d'offrir la possibilité en fait d'investir dans le marché des cryptos dans sa globalité. D'accord. Sans devoir nécessairement surveiller chaque crypto-monnaie tous les jours et de... Voilà, d'accord, donc vous créez l'indice et après il y a quoi? Il y a un ETF qui permet de suivre l'indice, c'est ça ou En fait, on peut investir sur Bitpanda, on peut acheter en fait une fraction, disons, de cet indice. Et qui et dont la performance va suivre finalement la moyenne des autres crypto-monnaies en question. C'est ça. Et tous les mois, en fait, les composants de ces indices-là vont être resélectionnés si, par exemple, la performance d'une crypto-monnaie qui était... si une crypto-monnaie dans un indice était très performante le mois précédent, elle ne l'est plus le mois d'après. Voilà, ah d'accord, ça tourne. C'est pas un indice avec toujours les mêmes crypto-monnaies, mettons par exemple avec une sélection par fonction. Et en fait, on verrait évoluer. Là, vous faites tourner effectivement au sein de l'indice. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir la possibilité d'investir dans le marché dans sa globalité. Merci beaucoup, Giulia Mazzolini, de nous avoir expliqué comment choisir ces crypto-monnaies. Alors, on vous a donné dans un temps assez court quelques pistes. Après, évidemment, il faut se renseigner par soi-même, comme nous le disait Giulia Mazzolini, Country Manager France chez Bitpanda. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. C'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. On va se poser la question des grandes évolutions dans le monde de l'assurance, mais au travers du prisme de nouveaux acteurs dans le secteur, au moins un en tout cas, à savoir Blablacar qui lance une offre d'assurance auto, une offre qui n'est pas lancée seule. Le leader du covoiturage est accompagné pour cela par l'assurance L'Olivier. Nous en parlons donc avec Gwenaël Moy, Insurance Advisor chez Blablacar. Bonjour Gwenaël Moy. Bonjour. Et nous en parlons également avec Pascal Gonzalvez, directeur général de l'Olivier Assurance. Bonjour Pascal Gonzalvez. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux. Alors pour comprendre de quoi on parle, on va quand même commencer par parler de cette nouvelle assurance qui est lancée par Blablacar, une assurance auto. Pourquoi est-ce que Blablacar décide de se lancer dans l'assurance, Gwenaël Moy? Ça nous semblait une prolongation assez naturelle. Chez Blablacar, on accorde une importance importante à la sécurité sur la route, d'une part, et d'autre part, on cherche à faire économiser au maximum sur le coût du transport pour nos membres. Et cette nouvelle offre permet de faire économiser en moyenne 263 € par an aux personnes qui souscrivent à cette nouvelle offre, tout en adoptant une nouvelle application que nous avons lancée avec notre partenaire qui s'appelle Blablacar Coach et qui permet aux conducteurs de pouvoir visualiser la façon dont ils conduisent et leur donner les moyens d'améliorer cette conduite. Donc en fait, on a atteint ces deux objectifs avec cette nouvelle offre. Alors là, vous nous avez donné beaucoup de choses dans cette première présentation. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Il y a cette volonté de faire payer moins cher. On va comprendre comment. Et il y a ce coach, effectivement. Donc en fait, on parle d'une assurance auto qui est que pour les gens qui prennent des covoitureurs ou qui sont sur la plateforme Blablacar ou qui est plus large que ça? Oui, elle est plus large. C'est une offre qui est ouverte à tous. D'accord. Qui est lancée en France. Blablacar est présent dans 22 pays aujourd'hui. Pour l'instant, c'est une offre qui est en France, mais qui est ouverte à tous et qui, par contre, a des particularités pour ceux qui font du covoiturage. Par exemple, les franchises sont annulées si jamais vous avez un problème, un bris de glace ou un accident de votre responsabilité
responsabilité pendant un covoiturage. D'accord. Et de la même manière, si vous avez des passagers lorsque vous avez une panne, cette offre d'assurance va vous permettre de pouvoir amener à destination finale chacune des personnes dans le véhicule, y compris les passagers. Et pourquoi ce choix? Parce que vous connaissez bien ce modèle du covoiturage et donc du coup, l'idée c'était d'apporter un avantage aux personnes qui utilisent Blablacar, ou parce qu'il y avait un manque sur les assurances aujourd'hui quand on faisait du covoiturage? En fait, aujourd'hui, Blablacar, c'est près de 100 millions de membres. On est présent depuis 15 ans, donc on a une bonne expérience de ce qui se passe pendant les covoiturages et nous voulions que les spécificités soient bien adressées en cas de problème. C'est pour ça que nous avons beaucoup réfléchi à de l'assurance voyage, aussi à cette assurance automobile, avec ses particularités. Et on sait que les gens qui covoiturent, en général, se comportent mieux. Donc on a voulu aussi retranscrire ça dans le prix de l'assurance et faire en sorte que parce que les gens sont plus attentifs. Ils se comportent mieux, ils conduisent mieux, c'est ce que vous nous dites? Mieux, absolument. Ils mettent plus leur ceinture, ils respectent mieux les limitations de vitesse. Tous les facteurs accidentogènes sont réduits lorsque vous avez un passager dont vous prenez la responsabilité et qui paye pour ça d'ailleurs, parce qu'il partage les frais. Et cette meilleure conduite, en fait, se retrouve aussi dans une moindre sinistralité, si je parle comme les assureurs. Ah, vous constatez moins de sinistres dans des voitures où il se fait effectivement du covoiturage? Absolument. Donc nous avons fait des enquêtes là-dessus. Nous avions des offres qui existaient, qui sont remplacées par cette nouvelle offre, où nous avons pu aussi constater cela. Et donc là, ça nous permet de le retranscrire dans le prix de l'assurance. Et on va au-delà. Donc tout ça, ça se retrouve aussi dans cette nouvelle application. Et on donne la possibilité à d'autres personnes, pas uniquement aux gens qui font du covoiturage, de pouvoir aussi améliorer leur propre conduite, même si cette application n'est pas obligatoire. On peut aussi souscrire l'offre sur cette application, mais elle permet d'avoir des réductions supplémentaires, parce qu'elle reflète la volonté de mieux conduire. Alors on va en parler effectivement de cette application et notamment du fait de connecter la conduite à l'assurance. Juste avant cette application, elle a été lancée avec l'assurance l'Olivier. On dit l'Olivier Assurance ou l'assurance Olivier, c'est pareil? L'Olivier Assurance. L'Olivier Assurance. Pourquoi on comprend bien que Blablacar n'est pas un acteur de l'assurance, donc il fallait un partenaire. C'était vous, l'Olivier Assurance. Pourquoi est-ce que vous êtes allé du coup sur ce nouveau type d'offre et notamment avec d'un côté cette assurance classique, alors avec une promesse de prix, mais surtout qui est connectée, quelque chose qu'on a beaucoup vu dans l'actualité, mais pas forcément dans les faits en France, encore qu'il y a d'autres acteurs qui le proposent aujourd'hui. Mais voilà, pourquoi être allé sur ce type d'assurance? Alors tout d'abord, nous sommes ravis de faire le partenariat avec Blablacar, qui est un gros acteur des nouvelles mobilités. On a réfléchi durant plusieurs années sur la possibilité de faire de l'assurance connectée chez l'Olivier. Et après plusieurs réflexions stratégiques, on a souvent décidé de ne pas le faire. D'accord. Au départ, on a pensé, à travers toutes les enquêtes d'opinion consommateur, que ce n'était pas le moment sur le marché. D'accord. Sur le marché français ou sur le marché? Sur le marché français, c'est important parce que la tendance est très différente sur le marché britannique, très différente en Italie ou aux États-Unis. En France, on s'est rendu compte que le frein essentiel aux offres qui existaient, et peut-être qu'on peut résumer ça sous deux offres différentes. Une qu'on appelle le Pay As You Drive. Oui. C'est un peu l'assurance au kilométrage. Donc un forfait de base, et plus on conduit, plus on va payer, plus on va faire de kilomètres. Donc ça, c'est le Pay As You Drive. Et il y a aussi le Pay How You Drive qui mesure le comportement du conducteur. D'accord, donc c'est deux promesses différentes. Alors le Pay As You Drive, il semble assez évident, ou en tout cas on se dit que l'adoption peut être simple, parce que si je conduis pas beaucoup mais qu'il faut que je paye une assurance, ça va me plaire. Le Pay How You Drive, là on rentre dans quelque chose d'un peu plus réglementé évidemment, mais on va en fait dire aux gens tu conduis bien ou tu conduis pas bien. Et c'est là peut-être où, en France en tout cas, on a vu à l'époque, il y avait pas mal d'articles sur est-ce que je vais avoir un objet connecté dans ma voiture ou autre. Effectivement, la réceptivité n'était pas forcément au rendez-vous. Alors même sur la première partie de juste l'assurance au kilométrage, le taux d'adoption a été assez faible parce que le consommateur français, plus que les consommateurs européens, ont le besoin d'avoir une idée assez fixe du prix qui va être payé en assurance. D'accord. Et c'est la grosse différence qui est faite entre les Français et notamment les Italiens et les Britanniques. Donc si à cela on rajoute un prix qui varie en fonction du comportement de conduite,
ça a été le frein essentiel dans le taux d'adoption de ce type de technologie. Ici, l'offre est très très différente parce que le prix est garanti. D'accord. Le consommateur et l'assuré n'est pas pénalisé par une bonne ou une mauvaise conduite. Et le prix est garanti et c'est le frein essentiel auquel on répond en donnant un prix garanti. Donc vous avez dit pendant plusieurs années on n'y va pas parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait en France, mais vous avez dit on n'y va pas parce que ça ne plaît pas au marché français, le marché français n'est pas prêt ou en tout cas ne veut pas de ça, mais aujourd'hui finalement vous le faites, mais en jouant sur la variable prix. En fait, ce que vous dites, c'est que c'était vraiment le côté indexé sur une conduite, que ce soit en quantité ou en qualité. Le prix, ça n'avait pas de sens. En revanche, garantir un prix, mais ensuite quand même accompagner la conduite, là pour le coup ça fait sens. Absolument, et s'accompagner d'un élément essentiel, et c'est dans la proposition de valeur de l'offre de Blablacar Assurance par l'Olivier, de se dire c'est un outil éducatif, un outil pour mieux conduire. Par rapport à ce que disait Gwenaëlle, on voit évidemment qu'il y a une sélection naturelle des consommateurs qui choisissent d'utiliser cette application. Par nature, il y a moins d'accidents, moins de sinistralité, parce que c'est des consommateurs plus responsables qui ont envie de comprendre leur conduite, qui ont envie de s'améliorer dans leur conduite. Et c'est un élément essentiel de sélection naturelle de type de conduite. Donc non seulement c'est un prix garanti qui était le frein essentiel par rapport aux consommateurs français ces dernières années, et à côté de ça, il y a une espèce de gamification, éducation pour une conduite plus responsable, qui est un peu différent des modèles des autres assureurs qui ont été lancés sans trop de succès dans les années passées. Bien sûr, oui. Où le prix pouvait varier, et il y avait une forme de risque d'être mal noté par rapport à sa conduite. Alors, Gwenaëlle, moi, nous l'a dit tout à l'heure, c'est un prix qui est inférieur aux autres assurances auto du marché. On n'est pas obligé d'utiliser l'application. On va revenir sur l'application et ce qu'on y trouve. Du coup, qu'est-ce qui vous permet d'afficher ce prix unique sans forcément le faire varier en fonction de la conduite? C'est ce que nous disait Gwenaëlle, moi, c'est qu'il y a moins d'accidents finalement quand on fait du covoiturage, ou comment est-ce que vous, en tant qu'assureur, il y a un modèle économique derrière, vous dites ok, c'est bon, on y va, en étant moins cher que les autres? Alors, juste pour préciser, le type de conduite de l'application ne fait pas varier le prix, mais le prix, c'est pas un prix unique mutualisé, c'est un prix différent en fonction des caractéristiques. Bien sûr, de risque comme n'importe quelle assurance. Comme pour n'importe quelle assurance, effectivement, c'est bien de le préciser. Oui, ce que vous nous avez rappelé comme économie, c'est une économie moyenne, effectivement, c'est pas, bien sûr. Oui. Donc nous, en tant qu'assureurs, c'est notre cœur de métier, on fait de la segmentation du risque avec une analyse de données de sinistralité qui fait que votre prix est personnalisé. Donc on segmente le risque. Et au-delà de ça, on sait et on mise sur la meilleure conduite via l'utilisation de l'application qui nous permet d'avoir moins de sinistres. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire davantage d'économies avec cette proposition. Donc il y a quand même cette application qui est phare et qui est clé dans cette offre d'assurance. Alors, elle s'appelle Blablacar Coach, pardon, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on va trouver dessus? Est-ce qu'elle va me dire attention, freine, tu vas trop vite, attention, tourne à droite, tourne à gauche ou autre? Ou elle va simplement analyser et me donner une note à la fin? Comment est-ce que ça va fonctionner? Oui, vous avez raison de poser la question, parce qu'en fait, d'abord, c'est la première fois qu'en France, on est capable de mettre cet outil de mesure dans un téléphone. Et je pense que c'est quelque chose qui est majeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, pratiquement tout le monde a un téléphone et c'est un outil fantastique pour pouvoir refléter ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui peut s'engager avec l'application, ce qui est quand même beaucoup plus simple que lorsque vous avez un boîtier connecté que vous allez mettre dans votre voiture. Oui. Et donc, cette dimension éducative, pour nous, elle était vraiment fondamentale. Ensuite, oui, et puis il y a quand même un petit détail, c'est que le boîtier il est toujours là, alors que l'application, on la lance ou on la lance pas. Donc, on a quand même une action sur la décision de lancer le coach ou pas. Absolument. Et d'ailleurs, on peut paramétrer si on a fait un voyage, on n'était pas le conducteur, on peut dire bah non, là c'est pas moi qui ai conduit. C'est pas moi l'accident. Éventuellement, on va pas souhaiter ça, mais donc déjà ça change de dimension lorsqu'on passe cet outil qu'on appelle de télématique à l'intérieur du téléphone. Donc on a vraiment fait le tour du marché. On a été voir dans l'ensemble des pays où nous sommes présents quelles étaient les technologies qui étaient disponibles. Et aujourd'hui, le Blablacar Coach, on a vraiment choisi quelque chose qui correspond à notre vision de l'amélioration de la sécurité. D'accord. Notamment par rapport à ce que vous suggériez, il n'y a pas d'interaction
en temps réel avec, parce qu'on ne veut pas créer un nouvel écran qui va ajouter de la distraction à la conduite. Donc, on a une analyse qui se fait en temps réel. Par contre, toute la restitution se fait a posteriori. Et c'est une application qui vous permet de visualiser sur une carte chacun de vos trajets, de pouvoir voir à quel moment vous avez sans doute eu un comportement qui était accidentogène ou qui n'était pas le bon. Et j'inclus dedans un élément important qui est la distraction apportée par l'utilisation du téléphone lors de la conduite. Mais vous allez avoir aussi de manière colorée quelles sont les vitesses que vous avez eues sur chacun des tronçons, à quel moment vous avez eu des freinages qui étaient brutaux, des accélérations qui sont brutales. Mais comment elle calcule ça, le téléphone, le freinage par exemple? Parce que la vitesse, effectivement, on le voit sur pas mal de GPS, mais le freinage, du coup, c'est quoi? C'est toujours la vitesse qui va considérer que vous avez freiné trop brusquement? Alors, je ne veux pas rentrer dans tous les secrets, mais en fait, on utilise les différents capteurs qui sont disponibles à l'intérieur du téléphone, et ce sont des merveilles technologiques, on le sait, et notamment vous avez des accéléromètres à l'intérieur, mais on utilise aussi beaucoup les coordonnées GPS qui sont capturées avec des fréquences très élevées. Ce qui permet ensuite, avec beaucoup d'analyses, d'algorithmes, de pouvoir reconstituer chacun de ces événements. Et d'ailleurs, nous travaillons actuellement avec des universités, des laboratoires de recherche en France pour valider. Nous avons validé cette technologie en mettant à côté on a bardé des voitures de capteurs pour vérifier si cette application effectivement retrace correctement l'ensemble des événements qui se passent pendant que vous roulez. Et alors et donc on l'a lancé, donc c'est que ça fonctionne, et ça fonctionne même très bien. Effectivement, il y a une dimension de jeu à l'intérieur, et je l'ai expérimenté. Je pense que quand vous montrez aux gens ce qui se passe vraiment, ça devient un espèce d'objectif. Et votre objectif, c'est plus est-ce que j'ai tenu ma moyenne sur la distance, mais c'est est-ce que j'ai eu un bon score parce que j'ai une conduite qui était fluide, qui était régulière. Et le fait de mirorer comme ça, c'est un élément qui va améliorer la sécurité. Alors, juste la question qu'on peut se poser toujours quand on parle de récolte de données, c'est qui les utilise derrière ces données, et notamment quand on fait du covoiturage. Ça veut dire que ça va avoir un impact sur la note du conducteur quand il prendra de nouveau covoituré, ou pas forcément? C'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons ces données, mais évidemment l'utilisation de ces données est parfaitement encadrée. Il y a des lois pour ça, et on s'inscrit vraiment à l'intérieur de ça. Mais aujourd'hui, il y a des notes qui sont données par les passagers sur les conducteurs et inversement. Voilà. Ça, cette note qu'on peut qualifier d'une note humaine, elle existe. Donc aujourd'hui, on a aussi, avec cette application, les moyens de pouvoir qualifier la conduite, et donc d'ajouter une note qui va être beaucoup plus objective. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais ça fait partie des choses qui seraient possibles, mais qui ne seront possibles, bien évidemment, qu'avec le consentement des conducteurs. Ce sont des choses qui se font, ça fait partie des valeurs fortes de respect à l'intérieur de BlaBlaCar, que de respecter ce genre de choses. Alors, un mot rapide également, c'est quand on passe son permis, on nous parle souvent d'éco-conduite. Là, c'est aussi quelque chose que vous mettez en avant sur le coach. C'est non seulement on parle de sécurité routière, mais on parle aussi de respect de l'environnement, ou en tout cas d'une conduite un peu plus respectueuse de l'environnement. Absolument. BlaBlaCar fait partie des entreprises qui sont positives en termes d'émissions de CO2, et donc on s'inscrit là dans ce mouvement. Et cette application, par les conseils qu'elle va donner, sont des conseils qui permettent de faire des économies. Donc il y a aussi, une fois de plus, cette idée, parce que le poste au carburant est un poste important dans le coût du transport. Non seulement ça fait faire des économies sur le carburant, mais en plus c'est bon pour la planète, et le transport globalement est un des grands facteurs d'émissions de CO2. Donc c'est à ça qu'on s'attaque aujourd'hui, et une fois de plus, cette application et cette offre d'assurance, en donnant des outils de gamification, en permettant aux gens de mesurer, et en leur donnant un incentive financier, il y a une carotte avec une réduction supplémentaire lorsque vous adoptez cette application. Ça semble un peu magique, parce qu'effectivement, il n'y a aucune contrepartie qui est demandée. Au contraire, vous gagnez encore plus d'argent lorsque vous acceptez de vous mesurer à vous-même, à votre propre conduite. Et nous, on est ravis d'avoir ce partenariat avec l'Olivier Assurance et avec
avec Swiss Re qui s'est aussi joint à ce projet. On est ravis d'avoir pu lancer cette nouvelle offre. Très rapidement, Pascal Gonçalves, on va conclure avec vous. Du coup, le fait de passer par un téléphone, le fait de passer par la gamification, vous pensez que c'est le bon moyen du coup de mettre un petit peu de connexion ou de connectivité dans l'assurance aujourd'hui ? Je pense que ça l'est, je pense que c'est le bon moment. De plus en plus autour de nous, les gens adorent analyser leurs courses quand ils vont courir. Bien sûr, leur performance sportive. Et l'aspect gamification au GPS près avec la mesure de la performance et comment on peut s'améliorer. Il y a de plus en plus d'analyses du sommeil, de plus en plus maintenant les montres connectées avec un score et des conseils. Et c'est tourné de manière très positive. Comment est-ce qu'on peut améliorer le sommeil ? Je pense qu'on cherche à faire la même chose. Comment est-ce qu'on peut améliorer la conduite ? Comment est-ce qu'on peut améliorer les comportements responsables au volant ? Et on est ravis de participer à ce changement dans les mentalités. Merci beaucoup Pascal Gonçalves. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Olivier Assurance. Et merci Gwenaëlle. Moi, je rappelle que vous êtes Insurance Advisor chez Blablacar. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons chaque jour la parole aux experts de la gestion patrimoniale et nous avons été rejoints pour cela comme tous les jours par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Aujourd'hui, au sommaire dans le Club Macro, pourquoi les fonds aiment-ils les CGP ? On va en parler avec Meyer Azoghi, président de Cyrus Conseil. Et ensuite, dans le Club Action, nous parlerons d'un sujet qui revient quand même souvent sur les marchés financiers, pour ne pas dire tout le temps, ce fameux tapering. Quel impact sur les pays émergents ? Nous en parlerons avec Kevin Tauzet, portfolio advisor et membre du comité d'investissement chez Carmignac. L'usufruit sur part de SCI, c'est le thème du Club Expert tout à l'heure avec Serge Anouchian, le cofondateur des Margences. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Meyer Azoghi. Bonjour Meyer. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Cyrus Conseil. On va parler avec vous de ces fonds de private equity qui s'intéressent aux gros cabinets de CGP, dont vous êtes, Cyrus Conseil, qui fête d'ailleurs ses 32 ans cette année. Bon anniversaire. On a déjà évoqué le sujet sur ce plateau il y a donc quelques semaines, tous ces fonds d'investissement qui entrent au cabinet de gros cabinets de CGP. Pourquoi, d'après vous, surtout que le phénomène en plus semble vraiment s'amplifier ces derniers temps ? Effectivement, il s'accélère. En ce qui concerne Cyrus Conseil, nous avons des fonds depuis 2008. Donc on a pris l'habitude de vivre avec eux. Mais nous sommes aujourd'hui dans une configuration aussi bien l'offre que la demande poussent vers cette consolidation. Au niveau de la demande de la part des clients, ils sont aujourd'hui un petit peu perdus. Ils ont besoin d'être accompagnés. On a la baisse des fonds en euros qui fait qu'il faut aller vers le marché du risque. On a des phénomènes sociétaux, vieillissement de la population, internationalisation des familles. Bon, tout ça qui fait qu'à un moment, on a besoin d'être accompagné. Parallèlement, côté offre, il y a plusieurs phénomènes. Il y a celui de la segmentation des banques qui sont en train de laisser un trou béant sur une partie de la clientèle. Vous avez un boulevard devant vous. A priori, et je crois qu'aujourd'hui les CGP gagnent des parts de marché tous les jours. Et puis il y a trois facteurs, je pense, de l'autre côté. C'est d'une part des CGP qui se sont professionnalisés, qui sont passés pour certains du stade de profession libérale au stade d'entrepreneur. Donc ça pousse effectivement vers cette concentration. Donc l'évolution du métier. Et effectivement l'évolution du métier avec une réglementation, un millefeuille qui fait qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'être tout seul. Tout ça sur un marché qui est résilient. Résilient parce qu'on a une visibilité sur le business model. Nous avons été résilients par rapport au Covid. Les fonds ont fait aujourd'hui en ligne de séparation. Est-ce qu'on résiste si jamais il y a un nouveau virus ? Est-ce qu'on sait travailler à distance, etc. Et du coup, tout ça réuni fait que un vieillissement de la population des CGP qui devient de plus en plus entrepreneur, une demande, tout ça milite pour un les coûts liés à la réglementation, sachant qu'il y a effectivement encore une population qui est très hétérogène. Sur les 3500 cabinets recensés, il y en a plus des 2 tiers qui ont moins de 3 personnes. Tout à fait. Donc naturellement, il y a une segmentation qui est en train
de s'opérer sur le marché avec des arrivées de fonds assez massives. Oui, parce qu'en plus, vous, c'était au tout début de la crise, mars 2020, à Bridgepoint, entre capital de Cyrus. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Alors, il faut savoir déjà, lorsqu'un fonds rentre, il y a une certitude, c'est qu'il va ressortir. Il l'annonce? Absolument, il l'annonce. C'est un mariage à durée déterminée. Et donc là, c'est un mariage C'est un mariage. Donc là, on est en CDD. Nous sommes en CDD, mais c'est connu. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait inspirer le législateur, le code civil, de voir est-ce que le mariage... Bon, donc comme on sait qu'on est sur une période limitée, d'abord, on se choisit. Ce ne sont pas des mots, on va les voir régulièrement, donc il faut qu'il y ait un fit, qu'on se sente bien avec l'équipe qui est derrière. Ensuite, ce qu'ils apportent, ils apportent des moyens de financement, ne serait-ce que pour faire sortir le fonds qui était là avant. D'accord. Oui, bien sûr. Sachant que chez Cyrus, nous sommes très jaloux de notre indépendance et nous n'avons que des fonds minoritaires. Donc aujourd'hui, Bridgepoint a 25% du capital. La majorité est détenue Vous avez par les 65% aujourd'hui. Hein, absolument. C'est une volonté farouche de garder ce modèle le plus longtemps possible. Une entreprise détenue par ses salariés. Plus d'un salarié sur deux est actionnaire. Donc, ils apportent le financement pour la sortie du fonds précédent, ce qui nous concerne. Ils apportent le financement pour la croissance externe, puisque lorsqu'un fonds arrive, c'est qu'il veut consolider le marché, il veut y participer. Mais à la limite, c'est à nous de définir la stratégie, et les fonds sont là pour accompagner. Il ne faut pas que ce soit uniquement une fin en soi de consolider, il faut être prêt. Et justement, l'arrivée des fonds va obliger certains professionnels de la gestion de patrimoine à s'équiper en fonctions administratives, financières, juridiques plus importantes. Et ensuite, il y a bien évidemment la vision extérieure du fonds et le réseau qu'il peut apporter. Certains fonds sont plus ou moins présents, je dirais, intrusifs que d'autres. Ça dépend s'ils sont majoritaires. Non, mais en même temps, on discute, il n'y a pas une semaine où on ne se parle pas, on a vraiment de très bons échanges, parce que nous avons un objectif commun qui est de faire grandir cette entreprise, mais avec une obsession qui est celle de conserver un modèle d'indépendance. Il ne s'agit pas de grossir indéfiniment, il s'agit de grandir, d'avoir des fonctions support. Chez Cyrus, nous avons un tiers de consultants patrimoniaux, un tiers d'administratifs et un tiers d'expertise. Et tout ça, ça nécessite des moyens. Sur la stratégie, justement, vous nous avez parlé de croissance externe, l'arrivée d'un fonds au capital de Cyrus Conseil, et après on verra si on peut élargir au secteur. C'est quoi? C'est l'idée d'aller grossir en allant trouver d'autres maillages sur le territoire ou d'autres expertises, mais du coup en allant racheter d'autres conseils? C'est effectivement l'objectif, sachant que, encore une fois, chez Cyrus, nous avons fait essentiellement de la croissance organique. Jusqu'à cette année. Alors que vous êtes vu par les CGP comme un acteur de croissance externe. Oui, 85% de notre croissance est une croissance organique. Aujourd'hui, effectivement, nous avons fait rentrer Bridgepoint, mais nous avons également une ligne de crédit supplémentaire avec Ardian pour pouvoir financer. Et lorsqu'ils viennent, c'est pour aider au financement. Le groupe Cyrus a 3 activités. Une activité de conseiller en gestion de patrimoine avec Cyrus, mais également une activité en investissement avec InvestAM et... On a reçu Gilles. Voilà, et Amplegest très très prochainement. Et puis une activité immobilière. Donc il s'agit de monter en compétence dans ces activités de société de gestion. Les fonds sont là, donc nous avons fait des acquisitions aussi bien sur la partie wealth management que l'asset management financier et immobilier. Quand on interroge les CGP, ce qu'ils cherchent aussi, c'est un maillage, souvent un maillage territorial, au travers de la croissance externe. Notre modèle, nous, c'est d'essayer de laisser de l'indépendance, parce qu'il y a de très belles marques régionales, mais de leur apporter des fonctions support pour les aider dans un quotidien qui est de moins en moins agréable, il faut dire ce qu'il en est, compte tenu du millefeuille réglementaire, avec toutes les PRIPS, DDA, bientôt DORA... Ça, c'est très compliqué, du coup, quand on est CGP indépendant, de se mettre aux normes et de se former à ces nouvelles normes. Ça devient quasiment impossible de le faire tout seul. Alors, il y a des plateformes qui vont probablement aider, il y a une digitalisation qui permet d'avoir un parcours, mais malgré tout, beaucoup de CGP font cette activité parce qu'ils aiment le contact client, ils aiment trouver des solutions, et aujourd'hui passent plus de la moitié de leur temps à faire de l'administratif, du réglementaire, du TRACFIN, etc. Donc le mieux est l'ennemi du bien. Je crois qu'à un moment, malheureusement, c'est le client qui perd en qualité de service. Donc besoin de se regrouper. Où est-ce que vous avez envie d'être présent? Dans quelle région vous avez envie d'accélérer votre croissance externe? Parce que c'est quand même aussi l'idée. Oui, alors aujourd'hui, nous sommes présents sur 18 régions en dehors de Paris, mais il y a des régions dans lesquelles nous ne sommes pas présents. Lesquelles? L'Est,
Nous ne sommes pas sur, par exemple, Metz, Strasbourg, avis aux amateurs. Très bien, le message est passé. Qui se reconnaissent. Nous avons besoin de grossir dans des régions dans lesquelles nous sommes, par exemple sur Nice, sur Bordeaux, sur Lille. Voilà, donc nous avons aujourd'hui une taille qui commence à être satisfaisante. On a plus de 8 milliards d'actifs, 300 personnes. Mais encore une fois, chaque bureau est un bureau de CGP où il y a une dizaine de personnes. Nous sommes très nombreux à Paris pour les fonctions d'expertise et de soutien. Mais la proximité, la disponibilité, la profondeur de l'offre en architecture ouverte restent des éléments essentiels. Il ne faut pas s'en éloigner, quelle que soit la taille. Sinon, les clients choisiront toujours l'original par rapport à la copie. Évidemment. Si on cherche à... Cette idée d'indépendance, alors je prends l'exemple de Metz, puisque vous n'y êtes pas, mais imaginons demain un CGP, un cabinet de CGP de 5 personnes à Metz, qui est connu depuis longtemps, donc il y a une confiance, il y a un historique ou autre. Si demain, il passe sous l'enseigne d'un grand cabinet de CGP, est-ce que, du coup, ça va changer sa stratégie, ça va changer les produits qu'il va proposer? Est-ce que, du coup, il n'y a pas une crainte des personnes Bien sur le terrain? évidemment, il y a une crainte, mais nous, notre modèle, c'est de pouvoir aussi le laisser. Par exemple, il y a une marque régionale, on prend du temps pour que la marque continue à exister. Ensuite, au niveau de l'offre, il y a une indépendance sur une partie pour notamment des produits locaux. Mais pourquoi aujourd'hui avoir de la taille? C'est pour sécuriser les opérations. On ne peut pas avoir un produit, un client. Donc il faut avoir un effet volume, un effet sécurisation. Et nos sociétés de gestion sont là pour ça. N'y voir que l'aspect rémunération, chiffre d'affaires, c'est vraiment, ce serait une erreur. Il y a un juge de paix, c'est la performance, avec la sécurité qui est apportée au parcours client. Et le fait de pouvoir réagir, agir et défendre ce client si, côté partenaire, ça ne se passe pas bien. Si on a un effet volume, on a plus de capacité à le défendre. Donc, bienvenue au futur cabinet de Metz. Alors là, qui aura tous les loisirs de s'épanouir et en revanche, de laisser de côté tout ce qu'il n'aime pas faire. Bon, très bien. Bon, cette fois-ci, je crois que le message est définitivement bien passé. Merci beaucoup, Meir Azegui, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Cyrus Conseil. On se retrouve tout de suite pour le Club Action. Bienvenue dans le Club Action. Le Club Action où nous allons parler, je le disais en introduction, d'un sujet récurrent, pour ne pas dire éternel, ces derniers temps sur les marchés financiers, le fameux tapering. Tapering dont on attend à chaque prise de parole de Jérôme Powell de savoir si il est avancé, s'il est reculé, s'il est d'actualité ou non. On va se demander avec Kevin Tauzé, portfolio advisor et membre du comité d'investissement de Carmignac, quel impact cela peut avoir sur les pays émergents. Bonjour Kevin Tauzé. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors bon, je repose un peu le contexte. Le tapering se rapprocherait, c'est selon les analyses. Il pourrait être annoncé dès novembre et les remontées de taux pourraient arriver, elles, dès début 2022. Alors ça, c'est moins clair, mais en tout cas, il y a de plus en plus de banquiers centraux de la Fed qui sont de cet avis. Le tapering, ce serait moins de soutien de la Fed au marché financier. Ça fait peur au marché, même si d'un autre côté, ce serait quand même le signal d'une économie américaine en bonne santé. Je rappelle qu'on parle d'une économie américaine. Aujourd'hui, on a décidé de se poser avec vous la question de l'impact sur les marchés émergents. Comment est-ce que, par effet boule de neige, ça peut avoir un impact sur les pays émergents? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de dire. Oui, bien sûr. Ouais, on a dit 10-15 minutes, c'est bon. On va dérouler le fil. On déroule. Donc, sur le tapering, est-ce qu'il va arriver? Quand est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va arriver? Oui. Quand est-ce qu'il va arriver? Débuter novembre. Combien de temps il va durer? A priori 6 mois. Donc, on est plutôt sur un tapering plutôt plus court. Pour rappel, la Réserve fédérale américaine achète à peu près 120 milliards de papiers obligataires par mois. Elle va réduire ça de 20 milliards à chaque réunion. Donc, ça va aller plutôt vite. Et ensuite, une hausse de taux, c'est le scénario de base, on va dire, possiblement 2, et puis ensuite un cycle de hausse de taux. Donc ça, c'est ce que va faire la Fed, mais il y a d'autres banques centrales qui sont, elles aussi, en train de durcir un peu le taux, en tout cas d'avoir des billets moins accommodants. On l'a vu avec la Banque de Norvège, la Banque d'Islande, la Banque émergente, on va y revenir, mais même la Banque centrale européenne nous dit qu'elle va en faire moins. Alors vous, du coup, vous suivez les émergents. Les émergents, c'est des réalités diverses, parce que dedans, il y a la Chine, mais il y a aussi des pays européens. Il y a différents stades d'évolution d'économie. Du coup, si on parle de tapering en lien avec les émergents, alors qu'est-ce que vous regardez, vous? Alors,
le tapering, ça fait peur, et ça fait peur parce que si on garde tous en tête le spectre de 2013, on a avec peur du le fameux- tantrum. Exactement. Donc aujourd'hui, les banquiers centraux, et notamment la Réserve fédérale américaine, adoptent une approche qui est quand même relativement prudente. C'est-à-dire que ils vont tout faire pour pas tuer la reprise, et puis ils ont aussi, comme nous, 2013 en tête. Et on s'attend justement à un fort effet de contagion sur les marchés, encore une fois. Alors, oui et non, et on va y revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'elle dit la Réserve fédérale, c'est relativement, on va dire, téléphoné. C'est-à-dire qu'on a on l'a dit en introduction, on sait ce qui va se passer, quand ça va se passer, et ça, c'est vrai que ça... On a des dates maintenant, oui. Ce qui fait peur au marché financier, en général, c'est l'incertitude. Oui, donc là, finalement, l'exercice est plutôt réussi pour le coup. Exactement, c'est le prix du cours. Après, il y a un risque qui est que on ait, on va dire, une réserve fédérale qui soit brusquée par les pressions inflationnistes. Donc ça c'en est un. Et puis il y en a un deuxième, c'est que sur les marchés émergents, par exemple, aujourd'hui, les marchés émergents, ils sont en 2021 dans une situation qui est très différente de celle d'il y a 8 ans. Ils ont des fondamentaux qui sont bien meilleurs. Quand on regarde, ils ont des comptes courants qui sont excédentaires, par exemple, pour beaucoup d'entre eux, ce qui était beaucoup moins le cas en 2013. Donc, sur le papier, ça devrait mieux se passer. Après, il y a aussi, on va dire, des raisons d'avoir peur, en tout cas d'être relativement prudent. C'est que ce tapering, il vient à un moment où l'économie est en train de ralentir. En tout cas, le rythme de croissance est en train de ralentir. Notamment si on prend le cas de la Chine. Enfin, si on regarde, par exemple, je regardais pour préparer cette émission, le MSCI Emerging Market, il stagne quand même depuis mi-août. Et on voit que la Chine, c'était la locomotive de la reprise. Aujourd'hui, ça stagne. Ouais. Est-ce que du coup, même les États-Unis d'ailleurs, mais du coup, est-ce que ce tapering ne viendrait pas étouffer définitivement cette reprise des marchés émergents? C'est un très bon point, Nicolas. C'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs questions dans votre question. C'est que sur le papier, a priori, une banque centrale qui vient, on va dire, durcir les conditions financières, qui vient en faire moins, c'est parce que la reprise est plus autonome ou plus rigoureuse. Là, on pourrait être dans un cas de figure où, en fait, la Réserve fédérale va en faire moins parce qu'il y a des pressions sur les prix. D'accord ? Et ça, parce qu'on est dans un cycle qui est très particulier, du fait des dislocations dues au Covid. On l'a vu avec les goulots d'étranglement, les prix et les prix de l'énergie. Et donc, ça peut être un virage qui est, on va dire, plus délicat à négocier, parce que moins de liquidités, des conditions financières plus difficiles, un durcissement en Chine, on l'a vu, des prix des matières premières qui sont relativement élevés. Alors, c'est une bonne nouvelle pour certains pays émergents, mais pas pour tous. On parle même de crise de matières premières. Effectivement, on voit que en Chine, il y a des coupures d'électricité depuis hier soir, même qui touchent maintenant les particuliers. Moi, j'ai quand même une question. On parle du tapering de la Fed et d'un impact sur des pays émergents. Ils ont des banques centrales, ces pays émergents. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi dépendants aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'on regarde autant la Fed? Oui, d'ailleurs, quelle est la réaction des banques centrales, des banques émergentes? On a vu cette année des banques centrales émergentes qui, elles, ont commencé, on va dire, avant même la décision de la Réserve fédérale américaine. Alors la principale raison, c'est que ces pressions sur les prix, ces pressions inflationnistes, elles s'exercent beaucoup plus sur une économie dite émergente que sur une économie dite développée. Bien sûr, oui. Parce que les matières premières, l'alimentation, c'est une proportion une contribution à l'inflation qui est beaucoup plus importante. Donc on a vu beaucoup de banques centrales qui ont commencé à réagir, surtout en Amérique latine, surtout en Europe de l'Est, en Asie un petit peu moins. Donc ça, principalement pour répondre à ces pressions inflationnistes. Ça veut dire que ces banques centrales, pareil, donc en fait elles ont réduit leur soutien à cause de pression inflationniste, même mécanisme que ce que vous êtes en train de nous décrire pour la Fed. Exactement, possiblement en anticipation de la Fed, mais surtout pas à cause des pressions inflationnistes. Du coup, comment vous voyez les choses chez Carmignac, et comment est-ce qu'on gère dans un contexte comme celui-là? Il faut, il nous semble, avoir une approche qui est différenciée. C'est-à-dire que là aussi, on est dans une situation qui est très différente de 2013. Des risques, on en a identifié et listé quelques-uns. Là aussi, on le disait, il y a des pays qui ont des bons fondamentaux, donc qui seront capables de mieux traverser cette phase-là, parce qu'ils ont déjà remonté leur taux, parce qu'ils ont des réserves qui sont plus importantes, parce qu'ils ont des comptes courants qui sont excédentaires. Donc on a une approche différenciée.
Sur les marchés. Juste Bien lesquels? sûr. Parce qu'on a l'impression qu'il y a aussi des pays qui ont beaucoup de mal à Ouais, se remettre enfin, de cette crise. Mais La Russie, c'en est un. La Chine, c'en est un autre. C'est-à-dire Oui, que le ralentissement d'accord. chinois, Ouais. il est auto-orchestré. Hein, c'est D'accord, pas, ouais, bien sûr. il n'est pas victime de ce qui se passe. Le Chili s'en est une autre. Le Mexique, l'Inde, la Colombie. Donc il y a des pays qui vont, on va dire, qui ont des bons fondamentaux. Il y en a d'autres qui sont un peu plus... ça ne veut pas Ça dire va qu'ils très repartent loin. aujourd'hui, mais qui ont des bons fondamentaux. Exactement. D'accord. Donc Ok, le point de d'accord. départ est très différent de ce qu'il était en 2013. Bon, alors, du coup, sur votre visio, effectivement, j'ai coupé une partie de la réponse. Mais Non, qu'est-ce non, que mais vous il y a faites pas dans de- on est là pour ça, pour répondre aux questions aussi. Donc, une approche différenciée sur les taux locaux, hein, donc des obligations libellées en devises locales. On est, on va dire, globalement sur la classe d'actifs un peu plus prudent, parce que le cycle d'hausse de taux, il a commencé cette année, mais il n'est pas fini, il pourra se poursuivre. Pour autant, on va essayer d'identifier certains émetteurs, certains pays qui sont bien avancés déjà sur leur cycle de taux. Donc la Russie c'en est un, elle a déjà remonté ses taux de 2,5% cette année. On pourra encore en faire 25 ou 50 points de base d'ici la fin de l'année, mais on commence à arriver sans doute sur un point où la Corée aussi, hein, je disais qu'en Asie, D'accord. Ouais. il y a peu de banques centrales qui ont monté les taux, c'est pas le cas de la Corée, donc là aussi il peut y avoir de la valeur. Donc ça c'est un endroit où on peut trouver de la valeur. Un autre c'est sur la dette qu'on appelle externe, hein, donc des obligations qui elles sont libellées en euros, en dollars. Donc là, on va aussi trouver des émetteurs sur lesquels on a un portage, par exemple, attractif. La Roumanie, c'en est un, par exemple, très exposé à la reprise en zone euro. Hein, Bien sûr, oui, logiquement. C'est pas trop loin. C'est ça. Ils vont recevoir à peu près 30 milliards de fonds de l'Union européenne. On a un niveau de rendement qui est 2 fois plus élevé que l'Italie pour une notation équivalente. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on voit de la valeur. Quand on est un gérant actif, on peut aussi mettre en place des positions vendeuses Bien sûr. sur certains pays ou sur certaines régions. C'est le cas par exemple en Pologne. En Pologne, il y a une inflation qui est élevée, hein, entre 5 et 6%, une inflation salariale qui est aussi élevée, à peu près 10% d'inflation salariale sur l'année, et des taux qui n'ont pas bougé, qui restent autour de 0, autour de 0,1. Et donc ça, là, vous voyez bien, il y a une banque centrale qui n'a pas encore bougé, il y a des pressions inflationnistes, elle sera susceptible de bouger, et donc on a intérêt à mettre en place des positions négatives. Donc, ça, c'est sur les obligations. Puis après, il y a les actions. Et alors, très rapidement, sur les actions. Alors, sur les actions, on préfère, on l'a dit dans ce contexte, on va dire plutôt de ralentissement du rythme de croissance. On préfère ce qu'on appelle des sociétés de croissance dites visibles, hein, donc, dont la trajectoire, on va dire, de bénéficiaires est moins dépendante du cycle économique. On en trouve en Asie, en Asie beaucoup. Merci beaucoup Kevin Tauzet de nous avoir détaillé du coup l'impact sur les pays émergents vu par Carmignac du tapering. C'est vrai qu'on parle souvent de la Fed, on parle souvent et on n'en a pas parlé du coup durant cette émission de l'économie chinoise, notamment du risque Evergrande, mais ça tombe bien, on a pu parler d'autres pays et c'est très bien aussi. Il n'y a pas que ces deux pôles, même si effectivement ça fait quand même beaucoup l'actualité sur les marchés financiers. Kevin Tauzet, portfolio advisor et membre du comité d'investissement chez Carmignac. On se retrouve nous tout de suite dans le Club Expert. Et merci de regarder le Club Expert. Aujourd'hui, notre invité est Serge Anouchian. Bonjour Serge. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? En pleine forme. Alors, on va parler avec vous de l'usufruit sur part de SCI. Pourquoi cet engouement autour de l'usufruit justement de part de SCI? Moi, je crois que c'est grâce ou à cause essentiellement des revenus fonciers. Et donc, si je voulais faire un jeu de mots facile, je crois qu'on pourrait parler plutôt de revenus défoncés que de revenus fonciers. D'accord. Aujourd'hui, on va prendre un exemple très très simple, hein, parce que je crois que ça va mieux marquer les esprits. Quelqu'un veut acheter un appartement de 500 000 euros, il emprunte pour cela sur 20 ans, il a un loyer de 25 000 euros. C'est simple à retenir, il a des remboursements de 25 000 euros. Donc pour lui, il croit que tout va bien, puisque son loyer couvre l'emprunt. Et c'est là où le régime des revenus fonciers vient lui doucher son optimisme, parce que le remboursement de l'emprunt n'étant jamais déductible, chaque année, il va sortir à peu près 14 000 euros d'impôts entre l'impôt et la CSG, alors qu'il ne touche pas d'argent. D'accord. S'il a en plus la malchance d'être à l'impôt sur la fortune immobilière, ça va lui coûter 5 000 euros de plus. Et puis, s'il fait partie de ces vilains garnements qui gagnent un peu plus que 500 000 euros, il va avoir la CEHR. Donc, vous voyez, sans avoir touché un centime de revenu, il a à peu près 22 ou 23 000 euros d'impôts. Ça décourage beaucoup d'investisseurs quand même. Donc votre vision, c'est que les revenus fonciers, vous appelez ça des revenus défoncés. Le thème, c'est l'usufruit sur part de SCI. Donc quand on parle d'usufruit sur part de SCI, on parle de démembrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le mécanisme avant de nous parler des avantages juridiques? Oui.
Alors, comme son nom l'indique, l'usufruit permet à l'usufruitier de toucher les fruits. Donc, quand il s'agit d'un immeuble, par exemple, il peut en jouir lui-même, ce qui est déjà un fruit sympathique, mais il peut le louer, toucher le loyer. Mais il n'a pas la pleine propriété, il n'a que l'usufruit, il n'a pas la nue propriété. Exactement, il n'a que l'usufruit. Les latinistes disent qu'il a le droit à l'usus et au fructus, mais pas à l'abusus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vendre le bien, et il peut en jouir pour la durée pour laquelle l'usufruit lui a été constitué. C'est pour ça qu'on préfère parler plutôt d'usufruit à terme fixe, d'usufruit temporaire, parce que même l'usufruit viager a un terme, c'est son propre décès, et c'est à peu près la seule chose dont on soit sûr. Il n'y a que la date qui manque, mais on est sûr qu'on va décéder un jour. Alors, pourquoi on appelle l'usufruit le fait de percevoir les fruits? Ça en facilite le mécanisme de calcul. Pour calculer la valeur d'un usufruit, on va regarder combien va toucher l'usufruitier, que ça soit en jouissance ou en fruit, sur quelle durée. On choisit un taux d'actualisation et on a la valeur de l'usufruit. Alors, juste rappeler le économique. Sur part de SCI, c'est-à-dire qu'il y a une SCI qui est divisée en parts et on va avoir l'usufruit des parts, mais pas la nue propriété de la part de SCI. Exactement. Au lieu d'avoir le démembrement sur l'immeuble, qui est un exercice un peu compliqué depuis la loi de finances pour 2012, l'usufruit va être constitué sur les parts de la société civile. Encore une fois, ça veut dire qu'il pourra jouir des dividendes juridiques de cette SCI, mais il ne pourra pas céder les parts de SCI. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un grand débat sur la façon dont on calcule l'usufruit. Il y a eu beaucoup de tentatives, des discordances entre évidemment les contribuables, l'administration fiscale, et la chance que nous avons eue ces derniers temps, c'est qu'il y a eu un vent de jurisprudence, toute très très favorable aux contribuables, qui a suivi la logique juridique et du Code civil, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet exercice se fait dans un périmètre tout à fait sécurisé. On sait comment calculer l'usufruit, on sait quel taux utiliser, on sait qu'il faut tenir compte du remboursement de l'emprunt, et c'est sans doute la différence essentielle avec le régime des revenus fonciers. Et alors, c'est quoi la méthode de calcul? Eh bien, encore une fois, s'agissant d'une SCI, la SCI a des loyers, elle a quelques charges, elle rembourse l'emprunt, et donc il lui reste cette trésorerie, et c'est cette trésorerie qui va servir de dividende à l'usufruitier, et c'est sur les bases de ces dividendes qu'on va calculer l'usufruit, en tenant compte bien sûr de l'impôt que l'usufruitier va payer. Petite différence au passage. Tout à l'heure, je vous parlais d'une personne physique qui pouvait payer l'impôt jusque 41, plus la CSG, on était à 58. La société, elle, va payer l'impôt à un taux de 26,5 en ce moment. Là aussi, vous voyez, la nuance et la différence est quand même assez sensible. L'avantage ne serait que fiscal, c'est ça, en gros, que vous dites, ou... Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est pas du tout ça que pourtant, vous vous nous parlez d'avantage fiscal. Alors, heureusement, vous savez pourquoi? Parce que si je vous réponds oui à cette question, alors d'abord, je me fais incendier par tous les confrères et tous les juristes de la planète. Non, ils ne nous regardent pas. On ne vous le fait pas. Et puis surtout, l'administration fiscale, il dit, oula, ça c'est bon pour moi, ça, abus de droit, procédure d'abus de droit, que ce soit le gros ou le petit, et je vais pouvoir retoquer tout ça. En vérité, quand on y réfléchit, l'usufruit a d'énormes avantages autres que fiscal. Alors déjà sur un plan juridique, parce que entre le fait d'être locataire 3, 6, 9 d'un bail avec des clauses d'indexation, être usufruitier, pouvoir jouir d'un local pendant la durée pour laquelle est accordé l'usufruit. Moi, je prêche depuis presque 20 ans pour des usufruits dont la durée est au minimum de 12 ans. On peut aller à 15, on peut aller à 17. Ça veut dire que vous accordez à l'usufruitier un avantage juridique parce qu'il peut avoir la main sur cet usufruit pendant une longue période. Il y a aussi un avantage économique après, oui. En général, lorsque l'on met en place un contrat d'usufruit, on va faire en sorte que, par exemple, les clauses d'indexation du loyer sous-jacent soient limitées. On va demander à l'usufruitier d'avoir un droit de regard, éventuellement un droit de veto sur la cession de l'immeuble pendant les 4 ou 5 premières années. Et donc là aussi, il y a un avantage économique absolument indéniable. Et très vite l'avantage patrimonial. L'avantage patrimonial, c'est en même temps, je suis père de famille et dirigeant d'entreprise, je peux me garder la jouissance de ces revenus ma vie durant et céder tout de suite la nue propriété à mes enfants, je transmets le patrimoine. Là, je crois qu'on a fait coup double ou coup triple. Et on revient. C'est pour ça que l'usufruit a un tel succès en ce moment. Et la boucle est bouclée, puisque du coup, l'avantage patrimonial revient à l'essence même du démembrement de propriété, qui était la transmission. Merci beaucoup, Serge Anouchian, expert comptable associé chez Groupe Émergence, de nous avoir détaillé l'usufruit sur part de SCI avec cet impôt qui change la donne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h. Bonne journée.